Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Jérôme. À la une de l'actualité toulousaine de ce mardi 24 juin, des intempéries ont frappé le département hier soir. Nous ferons le point sur les dégâts à Colomiers. Nous recevons Guillaume Darouy, secrétaire général des jeunes agriculteurs de Haute-Garonne. Il vient nous parler de la mobilisation nationale de son mouvement concernant un projet de loi réglementant drastiquement, selon lui, l'épandage. Et puis enfin, un des 6 fondateurs du mouvement Yamakasi est à Toulouse. Compense Caffarelli est le théâtre de cet acrobate urbain et de ses disciples jusqu'à demain. Ça ne vous aura pas échappé, de violents orages ont éclaté hier soir. De nombreuses communes de l'ouest de la Haute-Garonne ont été touchées. C'est le cas de Colomiers. Là-bas, ce matin, il restait encore de nombreux stigmates d'une soirée des plus agitées. Marlène Canal, Alain Sorat. On a une voiture dans le garage, il y a de l'eau sous les tapis, dans cette hauteur-là. Ensuite, toutes les affaires, il y a des placards. On voit la trace de l'eau aussi dans les placards. Hein. Donc on n'a pas encore tout regardé comme il faut et mon gendre cet après-midi va venir nous nettoyer. Drôle de réveil ce matin pour certains habitants de ce quartier pavillonnaire de Colomiers. Le quartier des Ramassis a été particulièrement impacté par l'épisode orageux d'hier qui s'est déclenché vers 19 h. Selon Météo France, il serait tombé 51 mm d'eau en 2 heures au même endroit, soit l'équivalent d'un mois de précipitation. Résultat, les inondations sont spectaculaires à l'image de ces 6 mètres d'eau amassés ici dans cette voie de liaison en construction. À quelques mètres, ces habitants de la résidence Toulouse-Lautrec sont encore sous le choc. Vers 7h, 7h30, il commençait à pleuvoir très très fort. Et ensuite, il y a eu de la grêle. Mais vraiment, d'un coup, ça a été très fort. Et ensuite, l'eau, ça a commencé à déborder de ce côté. Et c'est commencé à petit à se remplir. Et c'est rentré dans les maisons. Mais elle vient d'où l'eau? Du bassin, en fait, parce que ça débordait. Et à la pluie aussi, ça en a rajouté. Et ça a rempli partout dans le jardin et c'est rentré en fait par en dessous, par ici. Certains résidents en sont persuadés, la zone est inondable. Je constate qu'il y a 2 bassins de rétention d'eau, un derrière mon jardin et un autre entre deux rangées de maisons et que les deux étaient complètement pleins. Si ce n'est pas une zone inondable, c'est quoi? Donc voilà, pour moi c'est une zone inondable. Donc je pense qu'il faut faire le nécessaire. Premier élément du côté de la mairie, le quartier n'est pas en zone inondable. Deuxième élément, un diagnostic technique a été demandé pour savoir si tout a bien fonctionné. Un certain nombre de considérations techniques ont malheureusement favorisé cette situation. D'abord la grêle qui a haché les feuilles et entraîné de la boue qui a bouché les avaloirs. Alors les premiers éléments techniques qu'on me donne, c'est que les réseaux sont normalement configurés. Le dossier loi sur l'eau qui avait été fait à l'époque a permis de configurer non seulement les réseaux, mais également un bassin d'orage qui est à proximité, qui a néanmoins rempli sa fonction puisqu'il était en charge complète. Est-ce que le bassin d'orage était correctement nettoyé? J'attends ces éléments techniques. A priori, on me dit que oui, mais néanmoins, on doit le vérifier. L'année dernière, on a eu à essuyer un orage aussi, c'était le 18 juin, je m'en rappelle très bien, qui n'a pas eu ces mêmes conséquences. Donc, pour cette année, en tout cas, on peut se poser cette question-là. Et on doit, bien sûr, avoir des réponses techniques appropriées. Tous les réseaux devaient être débouchés et nettoyés dans la journée pour anticiper tout problème car Météo France maintient le risque d'orage pour ce soir. Colomiers Habitat, le bailleur social, a proposé des relogements dès hier. On annonce des orages à nouveau, est-ce que vous craignez? Voilà, ça va être vite fait quoi. Il n'y a rien. Immunisé. Voilà. Bah ouais, quand même un peu. Vous allez rester ici quand même ou pas? On va voir. On avisera. La mairie a sollicité le classement de la commune en catastrophe naturelle. C'est au mois de juillet que la décision doit tomber. Et sachez que la Haute-Garonne, l'Ariège, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées ont été placés par Météo France en vigilance orange en fin d'après-midi. De fortes pluies et des orages sont attendus ce soir dans ces 4 départements. Des pluies, voire des inondations qui devraient se concentrer sur le piémont pyrénéen. Nous recevons donc Guillaume Darouy, secrétaire général des jeunes agriculteurs de Haute-Garonne. Déjà un mot sur ces intempéries. Ça fait quelques années
que ce succès de sécheresse, intempéries, évidemment, ça a des conséquences sur l'agriculture. Bien évidemment que ça a des conséquences sur l'agriculture, puisque vous avez pu le voir sur Colomiers, on parle des cumuls à 120 mm de l'ordre pendant une demi-heure. À côté de Colomiers, il y a Tournefeuille, il y a la Plaisance du Touche, où c'est qu'on a des zones agricoles. Et la problématique qu'on rencontre, c'est qu'en périurbain, justement, au vu de l'artificialisation des sols, souvent des réseaux pluviales qui ne sont pas rejetés aux endroits où ils devraient être rejetés, on se trouve avec des conséquences comme on a vu à Colomiers, et même souvent pour protéger ces communes des exutoires dans les parcelles agricoles. Donc c'est vrai que c'est une grosse problématique, surtout quand, comme vous venez de le dire, on enchaîne de la sécheresse, des gros orages qui ne sont pas très profitables aux cultures, parce que 100 et quelques millimètres en une demi-heure, c'est énorme. Il y a les 3/4 des volumes qui partent en ruissellement et qui sont inutilisables. Donc bien évidemment que c'est une grosse problématique pour l'agriculture, oui, notamment en périurbain et en bordure des gros ruisseaux. On a eu l'exemple l'année dernière sur Saint-Béat, dans le sud du département, avec la Garonne qui est sortie de son lit, qui a fait même disparaître des parcelles agricoles. Il y a des parcelles agricoles aujourd'hui qui n'existent plus, qui existaient il y a un an. Et on essaye de sensibiliser les pouvoirs publics en leur disant on veut bien servir de zone tampon, mais aidez-nous à aménager le territoire, aidez-nous à aménager les rives. Je trouve écœurant pour nos agriculteurs du Sud qui attendent des travaux de réaménagement de digues dans un pays comme la France depuis plus d'un an, alors même que 2 mois après, l'Espagne avait fait ce qu'il fallait faire pour ne plus que ça se reproduise et pour limiter la casse. Donc c'est vrai qu'on fait un appel au pouvoir public là-dessus, sur cette problématique depuis plus d'un an, en leur demandant de prendre conscience de ça et d'aider les agriculteurs et les collectivités, parce qu'il n'y a pas que les agriculteurs qui sont touchés, on vient de le voir sur Colomiers, à aménager les cours d'eau et à faire ce qu'il faut pour éviter que ça ne se reproduise pas, et qu'aujourd'hui, quand on parle urbanisme et aménagement du territoire, on essaye de réfléchir comme il faut à ce qu'on fait et comment on le fait. Alors vous êtes aujourd'hui en colère contre les pouvoirs publics pour autre chose. Vous avez manifesté ce matin notamment à Muret, au péage. Vous êtes contre un projet de loi qui est en train d'être discuté, qui demande en fait qu'il n'y ait plus d'épandage de produits phytopharmaceutiques à moins de 200 mètres des lieux publics, c'est ça? Alors, déjà, on n'est pas contre, puisque cet amendement rentre dans la loi d'avenir, agricole, sur laquelle le jeune agriculteur travaille depuis bientôt 8 mois, qui va inclure des critères notamment sur tout ce qui est foncier, accessibilité du foncier aux jeunes, pour pouvoir bien sûr installer, sur les SAFER, sur la définition de l'actif agricole, puisqu'aujourd'hui on se rendait compte qu'il y avait des pseudo-agriculteurs sur le territoire qui prétendent à des aides alors qu'ils ne vivent pas de ce métier. Donc c'est vrai qu'on y a énormément travaillé dessus. Bon, ceci étant dit, il y a un mois et demi, suite à un événement qu'il y a eu du côté de Bordeaux avec une intoxication sur des enfants, c'est clairement déplorable, on en est amplement conscient. Maintenant, il y a des règles qui existent d'ores et déjà aujourd'hui, puisque nous n'avons pas le droit d'aller traiter à plus de 20 km/h. Quand il va à plus de 20 km/h, la personne n'a pas respecté ces règles-là, il faut qu'elle soit sanctionnée. Il vaut mieux faire en tracteur ou en hélicoptère ou en avion? Ça existe en France, ça, tout ça? Bien sûr, les différents types. Garonne aussi? Bien sûr, les différents types de traitements existent. L'avantage du tracteur, c'est qu'on est plus localisé, on est plus proche de la culture, on a des nouvelles technologies qui existent, les bus anti-dérive, il y a des systèmes qui sont mis en place pour justement... Donc on est vraiment ciblé sur la culture. Vraiment ciblé sur la culture, ça c'est le premier point. Les traitements hélico, bon, aujourd'hui sur des produits et des matières actives chimiques sont clairement... interdit sur le territoire. On en voit encore des traitements hélico, ça peut choquer, mais il faut savoir que je suis producteur en agriculture biologique. Il existe des produits en agriculture biologique, notamment basés sur des bactéries, des champignons, et on fait des traitements hélicoptères. Alors pourquoi hélicoptère? Parce que tout simplement, arrivé à un moment, on est limité par la hauteur de la culture, et ça ne nous permet plus de rentrer dans la culture avec un tracteur. Donc c'est là qu'on fait intervenir les traitements hélicoptères, et c'est sûr qu'au niveau du ciblage, c'est très compliqué. Les pilotes nous le disent, il faut qu'on vole très bas, on prend des risques. Bon. Vous avez des images sur les hélicoptères, ça c'est... Voilà, c'est même impressionnant. Mais la question, c'est que quand même, enfin, avec ce qui s'est passé à Bordeaux, c'est quand même ces produits sont dangereux. Vous prenez l'exemple de Bordeaux, c'était un agriculteur en agriculture biologique. C'était du soufre, du cuivre qu'il utilisait. Ce qu'il y a eu, c'est qu'il n'a pas respecté la règle,
qui dit qu'au-delà de 20 km/h, on n'épande pas, quoi. Alors, d'un, on n'épande pas parce qu'on risque de contaminer des voisinages, hein, quels qu'ils soient, école, maison, habitation, hôpital, maison d'handicapés, autres. C'est vraiment tout ce qui est lieu public dans ce genre. Mais il n'a pas respecté une règle. Je veux dire, aujourd'hui, s'il aurait respecté cette règle-là, qu'il aurait arrêté, il n'y aurait pas eu de contamination. Et je reste persuadé que ce n'est pas en appliquant la loi que Mme Royal, l'amendement qu'elle a mis en place, qui est aujourd'hui de dire que le ministre pourra prendre une décision d'interdire l'épandage de produits phyto et autres à moins de 200 mètres. Alors ça, c'était pas écrit noir sur blanc dans un contexte, c'est des mots qui sont sortis, hein. Il n'y a pas de texte de loi qui était clair là-dedans. Voilà, et nous on a dit aujourd'hui non stop, aujourd'hui cette règle elle existe déjà, sauf que ce n'est pas le ministre qui a autorité de gestion, c'est bien le préfet. Et on veut que ce soit les préfets qui conservent. Oui, le préfet représente l'État en même temps. Bien évidemment, et puis surtout le préfet connaît son territoire, connaît ses particularités. Ouais. Voilà, le ministre à Paris, M. Le Foll, il est ce qu'il est, il est très gentil, mais d'aller dire dans le sud du département de la Haute-Garonne, là il ne faut pas traiter, dans le nord, on peut traiter. Il ne peut pas faire ça, il faut qu'il délègue ça à ses préfets, ils sont là pour ça, un préfet est là pour ça. Est-ce que vous avez l'impression d'être persécuté, là, vous, agriculteurs, en ce moment? La grogne, elle est là, quoi. C'est pas qu'on est contre cet amendement, c'est une accumulation de contraintes, qu'elles soient environnementales, économiques, qui met l'agriculteur français en concurrence, on va dire, déloyale avec nos voisins européens. Vous ne pouvez plus produire français, c'est compliqué? Ça devient de plus en plus compliqué. Et ce qui est encore plus écœurant pour les producteurs, c'est de voir qu'en Espagne, il n'y a pas de question de savoir quel produit on peut utiliser ou pas, hein, et pas qu'en Espagne. Hein. Et vous dites que ces produits espagnols arrivent en France? Bien évidemment. Ouais. Bien évidemment. J'ai l'exemple tout à l'heure, donc vous avez parlé de Muret. On a continué l'action sur le Tarn-et-Garonne et la Haute-Garonne sur un produit qui est l'ail. On a 3 ox sur la région Midi-Pyrénées. On a l'Autrec, qui a un AOC, qui a un label rouge. On a le blanc, qui a un IGP. Et on a l'ail violet de Cadour, qui est, on espère, en obtention d'un AOC. Donc on est sur des produits de qualité, locaux. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une concurrence espagnole, de l'ail espagnol qui monte à Rungis, qui monte aux Mines, à Toulouse, qui monte à Agen, à des coûts dérisoires. Et aujourd'hui, le producteur français, entre les charges sociales, les contraintes environnementales, il peut plus se positionner. Et aujourd'hui, on dit stop, les politiques, il faut qu'ils entendent ça. Notamment nos députés européens après qui on a une grosse dent, parce qu'on salue le travail qu'ils sont capables de faire à certains, mais quand j'en vois certains qui vont détruire des cultures qui sont légales en France, notamment des colzas et autres, on leur demande battez-vous. Aujourd'hui, sachez, consommateurs, qu'en France, vous mangez des produits étrangers, vous mangez de l'OGM, nos animaux mangent du soja OGM, alors même qu'en France, on ne peut pas en produire. Il y a quelque chose qui n'est pas logique là-dedans. Et c'est ça que notre grogne vient de là. On en parlera. Merci Guillaume Darrouy. Les sénatoriales auront lieu en septembre prochain et c'est l'heure des désignations au sein des partis. Au PS, c'est la liste conduite par Claude Raynal qui est arrivé en tête du vote interne hier soir avec 49% des suffrages. Les listes des sénateurs sortants Bertrand Auban et Jean-Jacques Mirassou ont quant à elles réalisé 27 et 24% des voix. Claude Raynal a déclaré qu'en cas de victoire, Jérôme, en septembre prochain, il laisserait son siège de maire de Tournefeuille qui suit l'année suivante. Un quart des vols ont été annulés aujourd'hui à l'aéroport Toulouse-Blagnac en raison de la grève des contrôleurs aériens. Les destinations les plus touchées, Paris, Lyon, Madrid et Ajaccio. Cette grève se poursuivra demain. Et l'A350 est testé depuis son premier vol il y a 1 an maintenant. Dans quelques mois, le gros porteur entrera en service chez Qatar Airways. En ce moment, il suit une batterie de tests techniques. Dernière en date, la vérification de son comportement face à des températures extrêmes. Après le test du grand froid effectué dans une chambre climatique aux États-Unis, c'est désormais dans la fournaise que l'A350 passe son grand oral. Airbus soumet l'avion à des températures dépassant les 40 degrés ici à Al Ain dans les Émirats Arabes Unis. Le but est simple, les ingénieurs voient comment la structure de l'appareil, mais aussi les moteurs ou encore l'électronique embarquée réagissent à des situations climatiques extrêmes. Tous ces essais ont pour objet l'obtention de la certification de l'appareil. Airbus est prêt de battre un record avec l'A350 puisqu'il pourrait obtenir ce sésame en moins de 14 mois. Ce sont actuellement les 8e journées nationales d'information et de dépistage de la DMLA. Cette pathologie touche près d'1 million de Français, Jean-Marc. Oui, la DMLA est une maladie qui altère la zone centrale de la rétine. Les explications avec Clémentine Delarue.
Toute la semaine à Toulouse, le service ophtalmologie du CHU Pierre-Paul Riquet se charge de sensibiliser les patients à la DMLA. DMLA, 4 lettres pour dégénérescence maculaire liée à l'âge. Cette maladie affecte la rétine chez des personnes âgées de plus de 50 ans. Elle entraîne une acuité visuelle inférieure à 1/10. Depuis quelques années, on a des traitements, notamment sur la DMLA humide, des traitements par piqûre intraoculaire. C'est pour cela que depuis quelques années, il y a des dépistages de plus en plus fréquents. Notamment, il y a même des spots à la télévision pour inciter les patients à consulter quand ils voient déformer. On leur demande notamment d'utiliser ce qu'on appelle la grille d'Amsler. C'est une grille d'homo croisé, tout simplement, et on demande aux patients de regarder alternativement par l'œil droit puis par l'œil gauche. Il faut cacher un œil. S'il y a une déformation des lignes, il faut à ce moment-là consulter. Ce n'est pas automatiquement la DMLA, mais c'est un des signes précurseurs de la DMLA. Première cause de cécité à partir de 50 ans, la maladie concernerait plus d'1 million de Français. Premier touché, les personnes ayant des antécédents dans la famille. Pour avoir une DMLA, le facteur le plus important, c'est d'avoir des ascendants qui ont la DMLA. Une fois sur deux, l'enfant a la DMLA qui se développe. L'autre facteur de risque qui est moins important, c'est éventuellement le cholestérol, la surcharge pondérale, le tabac. Une fois la maladie détectée, la vue des patients peut être améliorée par des injections ou par une rééducation de l'œil. Repéré suffisamment tôt, le syndrome se soigne plus efficacement. Mieux vaut consulter sans tarder si vous avez du mal à distinguer des petits détails ou que des lignes droites vous paraissent ondulées. L'opération de dépistage au CHU Pierre-Paul Riquet se poursuit jusqu'à vendredi. Le columérin Kenny de Shepherd n'aura fait qu'une brève apparition à Wimbledon cette année. Il a été éliminé au premier tour aujourd'hui par le japonais Kei Nishikori, 6-4, 7-6, 7-5. Rappelons que le japonais est tout de même tête de série numéro 10 dans ce tournoi. Tennis, toujours, la première édition du tournoi féminin WTA de Toulouse risque bien de ne jamais avoir lieu. Le tournoi programmé en février 2015 devait succéder à l'Open GDF Suez de Paris-Coubertin. Une manifestation arrêtée après le retrait de son principal sponsor. À Toulouse, l'ancienne municipalité et les organisateurs avaient convenu d'une subvention de 1,2 million d'euros. Une somme jugée trop importante aujourd'hui par la ville. La nouvelle municipalité qui a en revanche proposé de prêter gracieusement le Palais des Sports pour l'événement. Certains d'entre vous se souviennent certainement du film Yamakasi, sorti il y a une quinzaine d'années. L'un des acteurs et fondateurs de cette virevoltante discipline était à Toulouse jusqu'à demain après-midi. Oui, à la demande des adhérents de l'association Art du Déplacement Académie, Yann Notre est venu enseigner cette sorte de gym urbaine des plus spectaculaires. Regardez. Ils sautent de toit en toit, marchent sur les murs. Les Yamakasi sont de véritables cascadeurs du quotidien. Pendant 3 jours, l'Académie de l'Art du Déplacement à Toulouse a fait venir l'un des leurs, Yann Notre. Il est à l'origine du mouvement des Yamakasi et cherche à transmettre ses valeurs aux adeptes toulousains. Essayer de pouvoir que d'autres personnels de partager plusieurs pratiques. On voulait créer un lien avec toutes les autres pratiques sportives vu que d'un coup on ne se sentait pas obligatoirement à l'aise avec elles. On a choisi Art du Déplacement parce que le côté artistique englobe toutes les cultures, toutes les manières de penser et n'a pas de limite. Et le côté déplacement, c'est une manière d'aller découvrir le monde, aller vers les autres, aller échanger dans une manière positive, une recherche de respect et de bien-être. Respect et bien-être, les mots d'ordre d'un sport qui prône la non-violence, l'échange et le partage. Je préfère parler d'échange en fait. Autant les profs comme les élèves, on a chacun quelque chose à apporter. Donc voilà, donc c'est plus comme un échange qu'un stage. Mais donc il y a des moments de pratique et des moments d'échange au niveau de la parole. Et dans l'art du déplacement, c'est vrai que c'est un sport, c'est un art et c'est une philosophie de vie. Un sport que l'Académie de l'Art du Déplacement a choisi d'implanter à Toulouse. Depuis septembre 2013, elle propose des cours d'art du déplacement 3 fois par semaine. Et pour ceux qui veulent profiter de l'expérience d'un véritable Yamakasi, il vous reste le stage de demain après-midi avec Yann Notre. Rendez-vous à Compense-Caffarelli à 14 h pour 4 heures de crapahutage intensif. Merci Guillaume Daroui, merci Jean-Marc, bonne soirée à tous.